Merci. Donc on va continuer ce tour du monde après San Francisco, Saint-Amand. Je vous emmène à Tokyo, dans le quartier Waseda de Tokyo, qui est le quartier proche d'une des grandes universités de Tokyo, qui est l'université Waseda. Le musée dont je vais vous parler, qui s'appelle le Women's Active Museum on War and Peace, vous avez peu de chances de le trouver si vous allez au Japon dans les guides touristiques habituels. Vous en trouverez beaucoup d'autres, mais celui-là n'y figure pas, même si son actualité, ses expositions sont présentées régulièrement dans le Japan Times, qui est le journal en langue anglaise à destination du public qui ne parle pas suffisamment le japonais pour le lire. C'est un tout petit musée, vous allez le voir bientôt, fondé en août 2005. Et août 2005, la date n'est évidemment pas anodine, puisqu'il s'agit du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce musée, quand je vous dis tout petit, il a été mis en place dans l'appartement de Matsui Yayori, une femme dont je vais vous parler dans un instant. Donc on est là dans un immeuble. J'ai oublié, vous m'en pardonnerez, l'étage où a lieu ce musée. Mais voilà, c'est un ancien appartement aménagé en musée. On va le voir, aujourd'hui, il y a des musées généralistes, des musées thématiques concernant les femmes ou l'histoire des femmes. Celui-ci concerne un aspect très particulier de l'histoire des femmes en Asie, qui est, en français, on peut dire assez mal traduit, mais connu sous cette appellation, la question des femmes de réconfort, Yanfu en japonais et Comfort Women en anglais. Donc c'est un musée qui traite la question de l'esclavage sexuel, dans lequel ont été mis un certain nombre de femmes, un grand nombre de femmes, par l'armée impériale japonaise au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce musée est le résultat d'une triple démarche, à la fois une démarche militante, et dans le terme même de Women's Active Museum, on retrouve évidemment l'idée de l'activisme, qui est le terme en général utilisé en anglais pour désigner le militantisme, d'historienne, une démarche historienne et une démarche pédagogique. Quel est le processus qui a amené à la création de ce musée? On a au Japon et dans un certain nombre de pays d'Asie, dans les années 70, des mouvements de femmes et des mouvements féministes qui se développent et qui créent une Asian Women Association en 1977. Donc il y a déjà un réseau international de femmes dans l'Asie orientale qui existe. Mais c'est réellement quand la question des violences faites aux femmes et les violences faites aux femmes en temps de conflit va émerger sur le devant de la scène dans les années 90, et entre autres autour de la conférence mondiale sur les femmes de Pékin en 1995, que cette question va arriver sur le devant de la scène dans plusieurs pays d'Asie, en particulier à ce moment-là la Corée du Sud et le Japon, pour s'étendre par la suite à d'autres pays. En fait, en 1998 est créé un mouvement qui s'appelle Violence Against Women in War Network et qui va là aussi réunir, associer un certain nombre de chercheuses, de militantes, de femmes, pour la grande totalité. Il y a aussi quelques hommes qui se préoccupent de cette question. Ce sont des événements qui, dans les années 90, vont devenir particulièrement sensibles dans le débat politique et dans les enjeux mémoriels au Japon, en Chine et en Corée, avec deux querelles, pourrait-on dire. L'une concerne le sac de Nankin, ou viol de Nankin, selon les langues, c'est-à-dire l'attaque par l'armée japonaise de la capitale de la Chine en 1937, et l'autre concerne les Yanfu, donc les femmes de réconfort. C'est un débat qui va aussi bien concerner les enjeux diplomatiques entre le Japon, la Chine et la Corée, Nankin plutôt pour la Chine et la question des femmes de réconfort plutôt pour la Corée, qui va aussi être un débat d'ordre pédagogique, puisque la question des manuels scolaires et de la place de ces deux événements dans les manuels scolaires va être au centre des débats, qui va aussi concerner la reconnaissance par le Premier ministre japonais à certaines occasions, lors d'un déplacement à Yasukuni, qui est un temple shinto où sont honorés tous les morts de la guerre, et à partir des années 70, y compris les criminels de guerre jugés et condamnés lors du procès de Tokyo. Enfin, la question des Yanfu est
on comprend mieux peut-être de ce point de vue-là l'articulation avec l'actualité de l'action des mouvements des femmes contre la violence dans ces années-là, renvoie à une autre problématique qui était une campagne fréquente de ces mouvements-là contre le tourisme sexuel des hommes d'affaires japonais dans le reste de l'Asie, Asie du Sud-Est, Philippines, et il y avait comme un effet de miroir entre ce tourisme sexuel auprès de prostituées dans les Philippines, en Indonésie, en Asie du Sud-Est, et évidemment le système, et là il s'agit d'un système mis en place par l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit le parallèle. Donc, autour de cette question de la violence faite à ces femmes appelées, donc j'utiliserai le terme japonais de yanfu, a été constituée, l'idée a été avancée par justement celle qui était la propriétaire de cet appartement, Matsui Yayore, de réouvrir le procès de Tokyo, qui est le procès en 1947 qui juge les criminels de guerre japonais, et de créer un Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery, où on va juger à nouveau les criminels de guerre japonais. Alors, bien sûr, ceux-ci sont décédés, mais il y a l'idée que le procès de Tokyo, n'a pas pris en compte cette souffrance-là dans ses jugements, et donc il était nécessaire de réouvrir ce procès à propos des femmes de réconfort. 2 ans après le procès, donc là vous avez une image qui est présente dans le musée, je vais vous faire visiter le musée dans un instant, mais qui montre l'importance de ce procès. Donc c'est évidemment un procès militant, peut-on dire, mais où les organisateurs et les organisatrices ont pris soin de faire appel à des avocats, des juges, des spécialistes de la justice internationale. Vous les voyez ici en tenue d'avocats et de respecter une forme de procédure pour produire un texte. Il n'y a pas de condamnation, évidemment, à des peines de prison et d'exécution. Tous les accusés sont morts, mais où les attendus sont dans un rapport qui fait plus de 200 pages de mémoire que vous pouvez consulter sur Internet sans difficulté. L'initiatrice, une des principales initiatrices, donc Matsui Yayori, se sait par la suite atteinte d'un cancer, et donc elle décide, avant de décéder, de léguer son appartement pour en faire justement un lieu où ce combat pour la reconnaissance des yanfu se poursuivra. Et donc c'est en août 2005 qu'est inauguré le WAM, Women Active Museum. Donc voici le plan, on rentre ici sur la droite, et puis dans une première salle, vous voyez la moquette rouge, j'y reviendrai, et ensuite le reste des espaces sont en moquette bleue. Donc c'est un lieu qui est un lieu de documentation, un lieu pédagogique où l'on peut venir s'informer, lire la littérature. Alors évidemment, ce n'est pas une très grande bibliothèque, mais c'est une bibliothèque extrêmement spécialisée sur le sujet. Et donc tout ce qui est publié concernant les yanfu, vous avez quand même de fortes chances de le trouver dans ce centre de documentation. Il y a également une base de données des principales femmes de réconfort qui ont été retrouvées, yanfu, qui ont été retrouvées et qui ont témoigné. Une ligne d'appel également où certaines de ces femmes qui n'ont jusque-là pas contacté l'association peuvent le faire si elles souhaitent enfin témoigner, sachant qu'elles sont pour la plupart très âgées, mais qu'un certain nombre d'entre elles sont néanmoins toujours en vie. Donc ce lieu se veut, affirme cette volonté pédagogique de message aux générations futures. C'est aussi donc un lieu d'exposition. Quand vous rentrez à l'intérieur, donc dans cette salle, vous arrivez, la photographie en haut à gauche, à une salle qui est un mur des victimes, avec des photographies et le sigle du WAM. Ce mur des victimes, vous en avez déjà probablement vu dans d'autres musées, on est là dans une forme muséographique assez classique des victimes, de la souffrance, où on met le portrait, on personnalise, on identifie, et là le cartel donne le nom de chaque personne et la nationalité de chaque personne, celles qui en sont des victimes. À ceci près qu'il ne s'agit pas de personnes décédées, mais de portraits de femmes, en tout cas au moment où la photo a été prise ces toutes dernières années, étaient en vie et avaient tenu à témoigner. Donc voilà des femmes qui sont présentes sur ces murs, qui à un moment ont rejoint l'association et le combat pour la reconnaissance de leurs droits dans le procès de Tokyo. Donc c'est ce premier mur
dans lequel vous rentrez, donc un lieu plutôt commémoratif. Et puis, un panneau supplémentaire, que vous ne voyez pas, qui est légèrement sur la droite, indique le rôle de 11 de ces femmes qui, les premières, finalement, ont osé raconter leur histoire et surtout s'associer à cette plainte contre le gouvernement japonais, puisqu'il y a eu plainte d'un certain nombre d'entre elles pour obtenir réparation. À partir de cette salle, donc à la moquette rouge, comme vous le voyez, on pénètre dans la salle suivante et l'ensemble des salles suivantes qui ont une moquette là bleue, excusez-moi, et la première chose que l'on voit sur la droite, ce sont les bourreaux. C'est-à-dire, ce sont les principaux responsables de l'armée japonaise qui ont été considérés comme impliqués dans le système des comfort stations, des lieux où étaient rassemblées ces femmes, avec une particularité par rapport au procès de Tokyo. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais le principal portrait au centre et légèrement en haut est celui de l'empereur Hirohito, qui n'a pas été jugé à Tokyo, puisque ça faisait partie d'un accord entre les autorités américaines et les Japonais, et lui n'a jamais été poursuivi. Là, il est bien mis au centre, donc on voit une démarche légèrement différente. Mais sinon, les autres, on retrouve l'amiral Tojo, Iwane Matsui, qui est le principal responsable du massacre de Nankin, qui sont tout autour. Donc on n'a pas un face-à-face entre les victimes et le bourreau, on rentre avec la salle des victimes, mais on parvient ensuite dans cet espace où ce sont les bourreaux qui sont clairement identifiés. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cet endroit-là, vous avez le choix entre regarder sur les murs un certain nombre de documents et en bas, vous le voyez au pied de la photo, des ouvrages, des classeurs avec toute une série de brochures, de renseignements, de témoignages retranscrits qui articulent en permanence la dimension exposition de la dimension centre d'exposition. Voilà une autre vue, donc vous reconnaissez là l'entrée, mais une fois que nous sommes à l'intérieur, c'est la table de l'accueil, on est dans un lieu tout petit, vous le voyez bien, le mur des victimes, des femmes tout au fond, des yanfu, et puis des chaises qui permettent d'avoir régulièrement des conférences dans cet espace. Pourquoi finalement avoir créé ce lieu ? Parce que le phénomène est d'une extension extraordinaire, et voici la carte qu'elles ont établie et qu'elles encouragent à compléter. C'est toute une carte, vous reconnaissez ici le théâtre Asie-Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, et chaque petit point représente un type de comfort station, c'est-à-dire de ces bordels de l'armée militaire, avec différents statuts. Certains sont privés et passent un accord avec l'armée impériale, d'autres sont créés par l'armée impériale. Bon, là, il ne s'agit pas du... Vous pouvez aller voir ça en ligne, mais vous voyez que sur chaque point, finalement, il y a le souci de renseigner, de faire une démarche de recherche pour renseigner chacune de ces installations partout dans le territoire sous domination japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Des expositions, une fois par an, donc vous avez vu le lieu, de petites expositions, mais qui ont, elles aussi, ce souci de présenter un par un les différents aspects possibles. La première, en 2005, avait été consacrée au tribunal des femmes, puisque c'était le moment de la création et l'origine de ce mouvement, puis l'action de sa fondatrice l'année suivante. Mais en dehors de ces deux cas, on le voit, un choix géographique, la Corée en 2007, Timor oriental en 2008, la Chine en 2009, 2010, une exposition particulière sur le témoignage ou le silence, mais aussi le témoignage des anciens soldats japonais qui ont donc utilisé ces comfort stations et qui ont eu des relations ou qui ont pratiqué à des viols de ces yanfu. 2011, c'était les 10 ans du tribunal des femmes et la dernière exposition concernait Okinawa. Je vais justement m'arrêter un petit peu sur le cas d'Okinawa parce qu'il illustre bien la démarche de ces femmes, c'est-à-dire aussi bien de ce musée, aussi bien un travail historique sur le passé, mais un engagement sur l'actualité des violences faites aux femmes au Japon et en Asie. Il faut comprendre, pour insister un peu sur la... Oui, pardon. Vous avez à gauche la photo d'Okinawa.
ne vous reproche pas de ne pas avoir reconnu au premier coup d'œil la forme de l'île, mais vous pouvez, maintenant que vous la connaissez à gauche, la repérer également sur la droite. Donc à gauche, vous avez l'affiche. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à gauche, sur l'affiche, figurent en points rouges et noirs les stations, les comfort stations, les stations de réconfort de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez le nombre considérable. Okinawa est une base extrêmement importante dans le dispositif japonais. C'est la dernière île, d'ailleurs, qui sera défendue avant le bombardement atomique. Et sur la droite, là vous ne le voyez pas, mais vous allez me croire, les lieux où les troupes américaines qui stationnent à Okinawa depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où des soldats américains ont commis des viols contre des habitantes d'Okinawa. Et donc, on a non pas ce parallèle, il ne s'agit pas de dire que c'est une égalité, mais il s'agit pour eux de montrer que la violence sexuelle a pris deux aspects différents dans l'histoire. Un, au moment de la présence de l'armée japonaise, et ensuite de la présence de l'armée d'occupation américaine. Et vous voyez que cette carte est en tissu, celle de droite, et à côté, vous voyez des ovales, hein, avec un texte dessus. Chacun renseigne un cas de viol qui a été commis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté d'aller renseigner au maximum chacun de ces événements, du niveau général, vous avez vu la carte de l'Asie, jusqu'au détail de chacune de ces agressions, de ces violences sexuelles. Il me reste 5 minutes pour ça. Parfait. Donc, alors, du coup... C'est bon. Alors, pourquoi est-ce que finalement, pour comprendre le rôle de ce musée et ce qu'il ressent comme une nécessité, il faut se dire qu'il y a un enjeu considérable au Japon entre, d'un côté, une vision nationaliste et extrêmement nationaliste du passé de l'histoire japonaise, de l'autre côté, une vision extrêmement victimaire du Japon, et ici, dans ce musée-là, de temps en temps dans d'autres, mais je reviendrai sur les autres musées, ce n'est pas toujours simple, un regard également sur les crimes commis par l'armée japonaise. Mais ce n'est pas du tout une évidence. Quand vous allez dans un des principaux, et si ce n'est le principal musée concernant la Deuxième Guerre mondiale à Tokyo, qui est le musée Yushukan, à côté, et qui fait partie du sanctuaire Yasukuni dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas un musée d'État, c'est un musée privé, mais qui va avoir une vision qui nous paraîtrait impossible de ce qu'a été le rôle de l'armée japonaise dans la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous donner un exemple à propos du sac et du massacre de Nankin. Donc, la seule explication qui est apportée, c'est qu'il s'agit d'un incident, on utilise le mot incident, où des soldats chinois déguisés en civils ont été sévèrement pourchassés. Vous n'avez rien d'autre. Autant dire que le cas des Yanfu est totalement absent de ce musée-là. Et je parle là de Nankin parce que c'est le plus connu et le plus connu pour un public français, mais il y a beaucoup de sacs, de massacres qui ont été commis à ce moment-là. Ils n'apparaissent évidemment pas. Pas plus que n'apparaissent les crimes de la section 731 d'expérimentation médicale ou bactériologique en Mandchourie. Donc une vision totalement négationniste de toute une partie de l'histoire de l'armée japonaise dans la guerre. Donc l'enjeu entre ces musées, et c'est vrai qu'ils sont peut-être sur des positions beaucoup plus fermes les uns et les autres, c'est qu'on peut avoir une omission complète de ce qu'a été l'action de l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a donc un très fort enjeu mémoriel et puis aussi un rejeu de la mémoire dans les relations entre la Chine, la Corée et le Japon. Il faut savoir que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Chine a longtemps été complètement passée sous silence, et ce n'est que récemment, finalement, que même Nankin devient un enjeu et qu'un immense musée a été créé à Nankin, qui, lui, est au contraire présenté comme vraiment la quintessence de la souffrance du peuple chinois face à la présence japonaise. D'où donc la nécessité pour le WAM, cette mission qui est, selon eux, de devoir justement se déplacer et faire contrepoids, mais contrepoids c'est difficile parce que la disproportion des moyens est gigantesque, mais en tout cas de faire entendre une autre voix à propos de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, sur le côté gauche, vous avez la page d'accueil du site
en anglais. Vous avez la version japonaise, j'ai préféré vous mettre la version anglaise. Je vous invite à aller le visiter. Hein. Donc c'est le nombre de visites dans le musée, on est sur des tout petits chiffres. Hein. Ici, si ma mémoire est bonne, on est 400 000 par an, je crois. Hein. Tombeau Napoléon, musée de l'armée, je crois que c'était les chiffres il y a quelques années, je ne sais pas si c'est tout ça. Là, on est à 200 par mois, c'est-à-dire 2000 par an. Donc ce n'est pas ça l'objectif principal, évidemment. Mais c'est de créer un lieu où les personnes les plus intéressées viennent, et puis surtout un lieu qui va essaimer, un peu comme ce qu'évoquait tout à l'heure Karen Offen, c'est-à-dire des expositions ailleurs, Isabelle va également, hein, un musée hors les murs qui va pouvoir encourager des discussions, des débats sur cette question extrêmement sensible dans la société japonaise et donner la parole au Yanfu, Karen l'évoquait tout à l'heure également, participer au mouvement de reconnaissance des femmes de réconfort auprès des ONG, auprès des instances internationales, avoir toute cette action autour de cette question. Je conclurai sur un aspect, puisqu'au moment où j'étais, il s'est à peu près passé ça. Vous voyez à droite ce qui s'appelle le Juju Project, qui est le travail d'un photographe coréen sur des femmes de réconfort, des Yanfu, qui vivent en Chine depuis qu'elles y ont été installées dans les stations de réconfort de la Seconde Guerre mondiale. Elles y sont restées après la guerre et elles ont aujourd'hui 80, 90 ans, mais elles vivent toujours en Mandchourie. Il a fait tout un travail photographique, de très très belles images de ces femmes et de rencontres et de discussions. Et ce projet, cette exposition, enfin ce travail avait été récompensé par Nikon, qui chaque année présente une série de meilleurs travaux lors d'une grande exposition. Et puis, quelques jours avant l'exposition, Nikon s'est aperçu que ça risquait de poser de problèmes et que l'extrême droite nationaliste risquait de manifester, et donc a voulu supprimer cette partie de l'exposition. Comme il y avait eu un contrat, il a fait valoir que le contrat était signé et que si on supprimait, on annulait l'exposition, ça allait coûter très cher à Nikon. Donc Nikon, finalement, a accepté de présenter les photos, mais en retirant tous les cartels. C'est-à-dire que le nom de ces femmes disparaissait. Et donc, il y a eu un mouvement pour que cette exposition circule au Japon et ailleurs, et je ne perds pas espoir de pouvoir la faire venir un jour ici, mais donc j'ai eu l'occasion de la visiter à Osaka, mais pour la visiter, il y avait des manifestations d'extrême droite qui distribuaient un tract, recto verso. Le recto, c'était pour dire que ces femmes étaient des prostituées qui s'étaient enrichies pendant la guerre, et le verso, que les Coréens étaient de toute manière des menteurs. Donc, vu le recto et le verso, on vous déconseillait vivement d'assister à cette exposition. Bon. Mais on sentait tout le problème que pouvait poser j'allais dire une simple, non justement, pas une simple exposition, mais une exposition de photographie qui montrait, il n'y avait pas de photographie de crime, hein, juste des visages de femmes, et comment ça pouvait poser aujourd'hui un problème au Japon. Voilà, donc je vous invite, j'avais amené quelques dépliants, mais j'ai vu qu'ils sont tous partis, donc je vous invite à visiter le site du Women's Active Museum à Tokyo. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des petites questions ponctuelles? Oui, ici. Bonjour, alors merci pour cette présentation et justement le dernier point que vous avez abordé, moi je me posais la question depuis le début, comment est-ce que le musée est perçu par les Japonais, par le gouvernement et ou par l'extrême droite? Est-ce qu'il y a des choses contre ce musée ou pas? Alors, par le gouvernement, enfin, d'abord il est, j'ai envie de dire, peu perçu parce que c'est un appartement, c'est-à-dire qu'il ne menace pas non plus totalement la tranquillité publique, on va dire, et c'est là où c'est assez complexe. Yasukuni, qui est un très grand musée, est un musée privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien officiel du gouvernement. Certains premiers ministres y vont, et Abe, qui vient d'être élu, lui, y va, mais d'autres n'y vont pas. Le précédent Premier ministre n'y allait pas. Donc c'est en fonction de l'orientation politique, non seulement du Premier ministre, mais même au sein du parti qui est revenu au pouvoir et qui a été pratiquement sans interruption au pouvoir, le PLD, depuis la fin de la Seconde Guerre au Japon, à l'exception des 3 dernières années, que ça va prendre un enjeu plus particulier. Elles sont évidemment dénoncées comme des militants d'extrême gauche, antinationalistes, contre le Japon. Oui, mais en même temps, on peut y aller, on peut en sortir. C'est pas non plus, voilà, il n'y a aucun héroïsme à aller visiter ce musée. C'est très tranquille quand même, il ne faut rien exagérer.